compte sur l'état du système de règlement différent de l'OMC dans un contexte géopolitique instable, incertain et complexe. Et ça entre dans le cadre de la problématique générale soulevée par ce colloque, à savoir l'impact de la fragmentation géopolitique sur l'économie, sur le commerce et sur les institutions qui incarnent surtout ce commerce au niveau multilatéral. On a vu que cette fragmentation politique impacte négativement les deux fonctions principales de cette organisation, à savoir la fonction de négociation, à la mesure où on a du mal à dégager un consensus global sur des questions dans l'agenda de l'organisation, et le blocage au niveau de la deuxième fonction, c'est-à-dire le blocage de la deuxième fonction est vraiment différent en raison du blocage de l'organe d'appel. Donc on va donner à la salle la parole pour poser des questions ou exprimer des remarques par rapport à cette présente conférence. Alors je dois peut-être vous voulez. Oui, oui. On vous laisse au barrage. Les étudiants. Madame, mademoiselle. Alors, bonjour monsieur. Je m'appelle Nourul Fanidi, je suis une étudiante au niveau du master Relations commerciales Relations commerciales internationales. Alors d'abord, je tiens à vous remercier monsieur Giorgio Sacerdotti, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, pour votre présence et pour partager avec nous des informations si précieuses et enrichissantes compte tenu de votre expérience en tant que juge et président au sein de l'OMC. Votre intervention nous a permis de mieux comprendre les dynamiques complexes du système commercial multilatéral, un système qui est à la fois nécessaire et fondamental pour l'équilibre du commerce international. Alors, j'aurais une question à vous poser qui me semble particulièrement pertinente dans le contexte actuel du commerce international. Alors, comment pouvez-vous concilier entre le principe de non-discrimination qui suppose une égalité de traitement en droits et obligations entre tous les membres de l'OMC avec la nécessité de prendre en compte des inégalités de développement entre les pays, notamment en ce qui concerne les pays en développement. Donc, comment l'OMC peut-elle équilibrer cette exigence d'égalité avec la prise en compte des besoins spécifiques de ces pays pour favoriser un développement économique plus équitable et inclusif? Merci. Vous me posez une question, je préfère répondre une question à la fois, autrement. Le professeur Fontenay devait répondre à une question de ce genre, il faudrait parler longuement. Oui, c'est la question qui a été soulevée depuis les années 60 à l'ONU. Il y avait le groupe des 77, les pays en voie de développement, le nouvel ordre économique international qui était une demande qui était, disons, à la une, à la mode en son temps. Il y a eu, en effet, on se demande si entre inégaux, l'égalité de traitement est équitable, disons. Ben, le système international a progressé en cette direction, la CNUSED des années 60, le principe du traitement spécifique pour les pays en voie de développement, donc une réduction des droits de douane et d'autres règles du commerce international. Maintenant, si ceci, et puis des régimes spéciaux, alors par exemple les accords de l'Union européenne, Cotonou, Lomé, etc., et ce qui est venu, des accords de participation qui donnent des droits particuliers à des pays plus faibles.
peut-être ceci ne suffit pas, c'est-à-dire les règles arrivent jusqu'à un certain point, puis il y a l'assistance au développement spécifique et l'OMC en partie a évolué. On se demande, surtout avec l'actuelle directrice générale, Madame Ngozi de Nigeria, qui a été renouvelée récemment pour un autre mandat, même l'OMC devient un peu une organisation pour le développement et pas simplement une organisation qui arbitre des règles du commerce international. L'OMC, à part le programme des chaires et de assistance technique, n'a pas des capitaux comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire pour soutenir l'économie de pays en développement ou en difficulté. Voilà. Si vous n'êtes pas satisfait de ma réponse, vous devez aller à la Banque mondiale à Washington, c'est pas ici moi pour tenir en compte. Il y a une question. Mais il y a eu un grand dynamisme maintenant dans certains pays en voie de développement. Vous voyez que l'Inde se développe à 5% de développement par an, tandis que l'Union européenne n'arrive même pas à 2%. Naturellement, ce n'est pas seulement le chiffre du chiffre d'affaires des pays qui est ici, il y a aussi le développement social, l'inégalité des classes, la nécessité de porter le développement chez les gens. J'ai lu un article récemment sur combien de centaines de millions d'Africains n'ont pas l'énergie électrique dans les campagnes chez eux. Alors, pensez, ça c'est quelque chose qui va bien outre la question du commerce international et des productions. Il y avait une autre question là, une étudiante. Bonjour. Merci, cher professeur, pour votre intervention très riche et très intéressante. Donc, le paradoxe de l'OMC, c'est que c'est une organisation interétatique qui régit essentiellement et exclusivement les relations commerciales entre les États. Or, de l'autre côté, les firmes nationales constituent à peu près, on va dire, 90% du commerce international, auquel on ajoute un commerce qui s'effectue entre les firmes internationales. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir une prise de conscience de ces lacunes qui caractérisent, on va dire, le système commercial international, qui est réellement focalisé sur les États, mais qui exclut, encore une fois, ces entreprises multinationales qui constituent réellement le noyau dur du commerce international? Merci. La vôtre, c'est une question intéressante, car en matière d'investissement, beaucoup se plaignent que c'est les entreprises qui interagissent en premier plan en égalité économique, même juridique avec les États, tandis que traditionnellement, dans le monde est divisé en États, et c'est les États qui gèrent les intérêts de leur population et de leur économie. Les règles du commerce international tiennent beaucoup compte des intérêts des industries, des pays, des investisseurs. Donc, les pays négocient en sachant des forces et des faiblesses et des intérêts de leurs entreprises, ou disons de leur secteur commercial. Par exemple, même les mesures de protection, de défense commerciale comme l'anti-dumping, etc., sont les mesures des pays importateurs en protection sont prises sur demande de l'industrie nationale. Et ceci est écrit dans l'accord anti-dumping, comme il faut le 50% de l'industrie nationale qui demande aux autorités, puis les autorités peuvent aussi agir de leur initiative. Donc je crois que le système est formellement interactif, mais les stakeholders, comme on dit, sont les entreprises et les consommateurs. Et les entreprises payent plus, ce que dit la doctrine économique, je vois que c'est des intérêts spécifiques, tandis que le consommateur est une entité générique qui a moins de poids politique que des industries qui sont localisées dans certaines parties des pays avec les syndicats, les travailleurs,
qui donc ont plus de poids. On le voit très bien avec la protection, maintenant le virage protectionniste des États-Unis est porté par les industries de l'acier, de la mécanique, qui représente un petit pourcentage du PNB des États-Unis, mais qui est localisé dans des États électoralement importants, on l'a vu, non? Trump, la Pennsylvanie, l'industrie automobile, le Michigan, etc., et qui détermine la politique commerciale des États-Unis. Chers collègues, merci beaucoup. quand les économistes font des questions aux juristes, c'est toujours dangereux pour les juristes qui leur répondent. Ça peut être dangereux pour les économistes aussi, parfois, vous me direz, parce que certaines des notions de votre exposé sont des notions sur lesquelles nos compétences sont très basiques, je dirais. En fait, j'ai deux questions en particulier. La première, c'est la relation entre la juridictionnalisation du règlement des conflits et l'incitation pour les pays qui n'étaient pas membres de l'OMC à rejoindre l'organisation. Vous avez cité l'exemple du Japon et je me demandais d'abord s'il y en avait d'autres et ensuite si c'était une intention délibérée, en fait, en renforçant le rôle de l'organisme des règlements des différends, de faire converger des pays qui n'étaient pas membres de l'OMC précédemment. La deuxième question que je me posais, c'est celle, en définitive, des institutions supranationales. Parce que les macroéconomistes prennent en considération de manière de plus en plus large la notion de qualité institutionnelle, mais toujours dans un cadre domestique, pour caractériser les dynamiques de croissance nationale. Il me semble qu'on ne s'est jamais véritablement posé la question de la manière dont la qualité des institutions internationales pouvait influer sur la croissance mondiale en parallèle. Donc sur la première question, mon exemple ne concernait pas le système obligatoire de solution des différends générales, mais le moment de la crise actuelle et donc ce mécanisme alternatif, peut-être temporaire, mais de fait destiné à durer, d'un arbitrage alternatif pour, disons, éviter le blocage provoqué par les États-Unis. Et donc, oui, l'encouragement à participer pour les pays qui se trouvent dans des différends, de participer au système et de ne pas profiter du fait du blocage. Par exemple, c'est ce que la Commission européenne reproche à l'Indonésie et même à l'Inde. Hein, vous faites le cas et puis après vous faites appel dans le vide et comme ça c'est une façon de se soustraire aux obligations. Le système en général, quand il m'a dit, l'OMC est un ensemble d'accords. Il y a le GATT, il y a les services, il y a la propriété intellectuelle, il y a les réglementations techniques du commerce, et il y a l'accord sur les différends, et c'est tout un ensemble. Les États ne peuvent pas participer à l'un et pas à l'autre. Donc, quand la Chine est entrée à l'OMC, elle a dû souscrire aussi l'accord de solution de différends. Au début, c'était des cas contre la Chine. Moi, j'étais président du premier cas où la Chine a été visée par l'Union européenne, le Canada, les États-Unis pour le traitement des importations de pièces de voitures, qui était un mécanisme douanier différencié pour inciter les entreprises à construire en Chine et pas simplement assembler, qui a été trouvé contraire aux règles de non-discrimination. Et après, la Chine est devenue active à faire des actions contre surtout contre l'Union européenne et contre les États-Unis. Oui, c'est bien la qualité des institutions internationales. Et là, vous avez évidemment, je pense que dans les États, il y a un intérêt public, disons. Dans la société internationale, il y a des intérêts différenciés qui parfois vont dans la même direction, et ça a été le cas de l'OMC quand elle a été constituée, et parfois vont dans une direction opposée. Nous pensons à l'ONU au moment actuel avec un État membre fondateur
membre permanent du Conseil de sécurité comme la Russie qui fait une agression à un voisin, contrairement à la règle plus fondamentale de l'Organisation internationale d'aujourd'hui, qui est la solution pacifique des règlements, le règlement pacifique des différends, pardon. Et donc, parfois les États veulent des organisations faibles. Un des questions est le rôle des secrétariats des organisations internationales qui voudraient être inclus dans certaines organisations ont un rôle très important. C'est l'Union européenne, la Commission européenne qui a un rôle autonome et étant parfois important diplomatique comme le secrétaire général de l'ONU et parfois plutôt faible comme à l'OMC où le directeur général n'a pas des pouvoirs autonomes, même pas au point de vue exécutif. Pascal Lamy me disait les membres ici pensent que le secrétaire doit simplement garantir qu'à 9h du matin, il y a un huissier qui ouvre les salles de réunion et il allume la lumière. En vérité, il y a un rôle plus important, mais là, il y avait alors le rôle judiciaire, par exemple, qui est important à l'OMC et qui est très réduit dans d'autres organisations internationales. Très important dans l'Union européenne, la Cour de justice, assez minimale à l'ONU, où la Cour de justice internationale a une juridiction purement optionnelle si les États acceptent la juridiction. Tandis qu'à l'OMC, la juridiction est obligatoire. Tout État peut convoquer devant un panel un autre État en alléguant qu'il y a une violation des règles. Et par exemple, le système des investissements, où il y a l'arbitrage obligatoire sur base bilatérale, mais il n'y a pas d'organisation centrale qui règle les investissements productifs internationaux. C'est une bonne thématique de discussion. Il n'y a pas non plus d'organisation de règlement des différents dans le secteur financier, comme les dans le secteur financier. Non, il n'y a pas de règlement. Le Fonds monétaire a un système très différent qui n'a pas de règlement, mais c'est plutôt la gestion de la part. Le Fonds monétaire a un secrétariat très important. Donc, les organisations financières qui donnent des financements, évidemment le rôle de l'administration dans la concession, qui aussi dépend des États membres, mais aussi de critères objectifs, surtout la gestion, la Banque mondiale, la gestion des fonds qui sont donnés aux États, des projets, comment ils avancent, et le Fonds monétaire, la gestion de l'économie nationale, en théorie, simplement pour garantir au fond que le pays puisse rembourser, mais en vérité, ça devient une assistance, peut-être parfois très contrôlante, sur le management de l'économie nationale. D'abord, je remercie parce que j'ai trouvé que le discours était très bon, très intéressant, complémentaire de beaucoup de choses que je connaissais. Je vais simplement faire 2 ou 3 remarques. La première, je pense très importante, c'est d'imaginer que la Chine est toujours un pays en voie de développement, considéré comme un pays en voie de développement. Et dans certains cas, elle a des droits que les autres n'ont pas. Et notamment, elle peut refuser certaines importations parce qu'elle est pays en voie de développement. Et c'est un vrai problème. C'est pour ça que les Américains sont parfois si opposés, en quelque sorte, à la Chine, parce qu'elle bénéficie de certains types d'avantages sur lesquels on parle très peu. La deuxième chose que je voudrais dire, qui est aussi, à mon avis, assez importante, et elle a été soulignée tout à l'heure, c'est que ce sont des firmes multinationales qui font la plus grande partie de ces échanges internationaux. Et si on regarde bien les produits intérieurs, Apple fait par exemple construire ses appareils en Asie, et puis elle les introduit ensuite aux États-Unis, et à travers ces échanges et ces consommations intermédiaires,
Elle peut faire toute une série d'opérations financières qui échappent complètement au système de l'OMC. Elle peut déclarer qu'elle a acheté ça 100 € alors qu'en réalité c'est 200 €. En fonction de ses intérêts, elle va déclarer des sommes différentes de la réalité des choses. Et donc on se trouve devant un système assez opaque dans lequel les firmes multinationales peuvent vraiment renforcer leur pouvoir économique financier. Et en fait, l'OMC, c'est un petit peu comme l'ancienne économie. C'est-à-dire une économie dans laquelle on pensait que les aspects financiers étaient secondaires, que la monnaie était un voile, le fonctionnement était un voile. En réalité, c'est à travers cette monnaie-là qu'on fait la fortune. Et aujourd'hui, on appelait ça l'économie dichotomique. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué, mais jusqu'à présent, pendant très longtemps, on a pensé que la monnaie, les financements, c'était quelque chose de secondaire, alors qu'en réalité, aujourd'hui, c'est peut-être ce qui domine le monde. Donc on voit l'écart qu'il y a. L'OMC ne devrait pas exister sans un système financier pour pouvoir vérifier ce que les firmes multinationales décident. J'ajoute en plus que les firmes multinationales ont un rôle important dans tous les États. Ils jouent un rôle fondamental. Aujourd'hui, vous avez M. Musk qui a une grande entreprise, il est dans le gouvernement. Comment voulez-vous qu'ils n'établissent pas des règles qui leur plaisent? Vous voyez bien que si vous restez simplement au niveau de l'État, l'État est quelque chose qui est naturel, c'est toujours... Mais un État, c'est d'abord des rapports de force à l'intérieur d'un pays. Et ces rapports de force, ils peuvent se retrouver dans d'autres États. Et c'est ça la grande difficulté. Et je pense vraiment que dans les années à venir, il y aura probablement des débordements sociaux, sociétaux importants, parce que les écarts de développement, etc., vont sans doute poser de graves problèmes. Simplement, hein, on veut simplement dire qu'il y a des États sans réfléchir à ce que sont ces États. Ensuite, aujourd'hui, la Chine, pays en voie de développement, c'est vrai que dans certains endroits de la Chine, c'est un pays en voie de développement, mais c'est la deuxième puissance mondiale. Donc elle peut déterminer elle-même ce qu'elle veut. On est arrivé il y a quelques années, mais vous étiez sans doute au paradoxe suivant, c'est que les Américains défendaient la protection alors que les Chinois exigeaient la concurrence. On arrive à un truc où personne ne comprend plus de ce qui se passe dans la vie économique mondiale aujourd'hui. Voilà, c'est la question. Je ne demande pas une réponse, je dis simplement ce que je pense par rapport à ça. C'est-à-dire que l'État, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment les citoyens? Est-ce que c'est vraiment... Comment réfléchir à ça? Alors qu'en réalité, parfois, les firmes multinationales et l'État, c'est la même chose. Dans certains pays en voie de développement, c'est pratiquement, quand il y a une grosse production nationale d'un produit spécifique avec un monopole, évidemment, c'est la firme multinationale qui décide. Vous voyez, c'est compliqué, mais c'était simplement pour montrer que si on ne met pas à l'intérieur des échanges les problèmes financiers et en regardant quels sont les rapports de force à l'intérieur des États et à l'intérieur du commerce international, on oublie beaucoup de choses. Et moi, quand je vois les flux multinationaux, je me dis, mais peut-être qu'ils représentent la moitié, les 2/3 de la réalité, ou peut-être 2 fois plus, j'en sais rien, parce que je ne sais pas comment ils fonctionnent. Vous n'avez pas de confiance dans les statistiques? Ben oui. Non. Mais comme disait un de mes collègues quand j'étais jeune, il disait les statistiques c'est comme le bikini. Non. Hein? Voilà, ça cache l'essentiel. Je suis désolé, mais
Bien, je sens une écho traditionnelle marxiste dans votre intervention. L'État comme comité de gestion des capitalistes. Mes collègues grenoblois qui étaient très connus pour le marxisme seraient très étonnés de vous entendre dire que j'ai une conception marxiste. Non, mais la question de la Chine, il y a une dame là qui... La question de la Chine, je crois pas que c'est tellement que la Chine peut profiter des règles particulières en faveur des pays en voie de développement à l'OMC, car finalement ces règles sont assez, ces avantages sont assez limités quand on est devant une économie si grande comme l'économie chinoise, avec des entreprises qui sont pleinement avancées technologiquement, etc. C'est plutôt le problème qui a été posé, c'est du capitalisme d'État de la Chine, c'est-à-dire les entreprises chinoises sont très souvent participées par l'État, suivent une politique indiquée de l'État de développement économique, le programme Chine 2025, les indications du Parti communiste, et s'avantage de financement opaque qui passe à travers des entreprises d'État et d'autres organisations, et donc même, c'est l'accusation, les règles de notre économie, les règles qui veulent limiter et qui imposent la neutralité économique concurrentielle des entreprises quand elles appartiennent aux États, ont une application difficile envers la Chine. En effet, maintenant, même l'Union européenne qui est passée à un certain unilatéralisme, il y a des contrôles maintenant, par exemple, sur la participation des entreprises extra-européennes, lire chinoises, au marché public, car ces entreprises peuvent avoir un avantage, peuvent s'offrir des conditions très favorables parce qu'elles ont des conditions financières, etc., derrière eux, qui les favorisent. Donc je crois que ça, c'est plutôt une question. La question monétaire échappe à l'OMC et c'est aux États. Alors le système monétaire, par exemple, les États-Unis d'un côté se plaignent, moi ce qu'on lit, Financial Times, Economist, la Bible du libéralisme, ce qui en est resté, se plaignent justement des flux d'importation qui mettent en difficulté l'industrie nationale, mais ces flux viennent, comme vous dites, très souvent de la part d'entreprises américaines qui ont concentré la production à l'étranger, et auxquelles les États-Unis font des conditions fiscales et monétaires très favorables qui prévoient que les profits faits par leurs filiales à l'étranger, aussi longtemps qu'elles restent à l'étranger, ne sont pas taxées, et donc ça favorise de tenir des fonds à l'étranger, ce qui met plus en difficulté peut-être la balance de paiement américain. Donc il y a même des contradictions intérieures dans la politique d'un certain point commercial et de l'autre point monétaire. Bien.